Bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en ce début d'après-midi pour vous parler d'un sujet qui touche à l'IA et au renforcement du processus de décision par notamment cette technologie, on va voir, couplée à d'autres, pour ici accompagner et aider l'opérateur au travail dans le cadre de l'industrie 5.0. Donc je suis Frédéric Rosin, je suis professeur aux arts et métiers sur le campus d'Aix-en-Provence. Aux arts et métiers, et les travaux que je vais vous présenter sont menés dans le cadre de deux laboratoires, le LISPEN accompagné aussi du LAMI, en partenariat avec Polytechnique Montréal et HEC Montréal, avec deux plateformes, Dineo qui est une usine-école qui se trouve sur le campus d'Aix-en-Provence et qui a formé aujourd'hui plus de 2000 salariés de l'industrie, qui forme aussi bien sûr nos étudiants, et le Tech 3 Lab, qui est rattaché à HEC Montréal, qui est le plus grand laboratoire UX au monde, qui travaille donc sur les expériences utilisateurs. Alors ici, le cadre que je vous propose de suivre, c'est d'abord de revenir sur le lien entre les organisations Lean et l'industrie 5.0, et positionner ici ces notions d'opérateur 4.0, 5.0. Et puis ensuite, on reviendra sur le rôle singulier de l'IA et de l'impact que cette technologie peut avoir sur l'humain. Quel est le cadre d'analyse qu'on va adopter pour ensuite aborder deux études qui visent à regarder l'impact sur l'engagement cognitif, sur l'engagement comportemental et sur l'engagement psychosocial des opérateurs au travail. On verra que ça présente certaines limites et on a donc développé et testé ici des couplages avec d'autres technologies pour essayer de contrecarrer les limites qu'on verra en fin de première étude. Et puis à la fin, on terminera par quelques perspectives. Alors ici, comme je vous le disais au départ, Dineo, c'est une usine-école et donc le rôle premier, c'est de la formation. Mais très tôt, on nous a demandé de travailler sur le lien entre le Lean et l'intégration des nouvelles technologies associées au départ à l'industrie 4.0 ou à l'industrie du futur au sens large. Et bien sûr, la manière d'appréhender l'industrie 4.0 est très axée sur ces technologies qu'on peut regrouper par groupement de technologies qu'on ne va pas balayer ici. Mais une des premières études qu'on a menées, c'est se poser la question de savoir dans quelle mesure toutes ces technologies contribuent-elles à renforcer ou pas la mise en œuvre des différents principes associés au Lean. Alors bien sûr, pour structurer ces principes associés au Lean, on retrouve le modèle qu'on a ici sur la gauche avec la maison du Lean et les deux piliers qui sont ultra connus à travers le juste à temps, le pilotage des flux et puis les notions de JIDOKA, l'idée de construire la qualité dans le flux. Mais sans oublier ici ce qui fait le socle, une culture d'entreprise un peu particulière. Je vous ai mis dessous la représentation du Toyota Way qui a encore évolué ces derniers temps, qui est très axée autour de deux points majeurs. C'est ici la notion d'amélioration continue et puis le respect des différentes parties prenantes. Et bien sûr ici, l'engagement des gens et des personnes au travail joue un rôle majeur. Le Lean, quand on analyse ici tous les travaux qui ont été menés, apparaît singulièrement comme une brique essentielle au déploiement de l'industrie 4.0. Ici, à peu près 80% des acteurs considèrent donc que c'est une base nécessaire. Parmi ceux-là, certains considèrent que l'industrie 4.0 améliore l'efficacité du Lean. Et sur un troisième axe ou un quatrième axe, certains considèrent que l'industrie 4.0 est un mouvement qui peut se distinguer du Lean, mais avec lequel il y a des synergies assez naturelles, et d'autres, beaucoup plus rares, qui considèrent en fait que c'est une vraie révolution qui change absolument tout au modèle organisationnel classique. Sur l'étude qu'on a menée, dans un premier temps, donc, on est allé regarder tous les travaux et toutes les mises en pratique testées dans différentes entreprises ou laboratoires de ces différentes technologies pour regarder en fait en quoi elles renforçaient les principes du Lean et quels principes du Lean étaient adressés à chaque fois qu'on déployait ces technologies. Ici, vous avez le résultat un peu sous forme visuelle et synthétique de ce qui est ressorti, c'est que la majorité en fait, de ces technologies sont utilisées dans l'idée de piloter mieux les flux. Par contre, on retrouve beaucoup moins de cas de figure sur le JIDOKA, cette notion de construction de la qualité dans le flux,
et bien sûr avec le lien sur la résolution de problèmes. Et ce qui nous a énormément surpris, c'est qu'il n'y avait, en 2019-2020, quand cette étude a été menée, il n'y avait pratiquement aucun travaux, voire aucun travaux, sur l'implication des hommes au travail et sur le lien avec la prise de décision. Or, historiquement, et aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur le déploiement de ce modèle dans les différentes entreprises, un peu partout dans le monde, clairement, l'implication des hommes au travail est absolument centrale. C'est ce qui fait que ces démarches marchent ou ne marchent pas, et s'ancrent ou pas dans le temps. Et donc, les travaux de recherche qu'on a menés ensuite dans le Learning Lab, qui est associé au Factory Lab, donc à notre usine école, travaille principalement sur la contribution des nouvelles technologies au renforcement du processus de décision et en quoi, en fait, ici, on va avoir ce processus de décision qui va être au service de l'amélioration continue. Alors, bien sûr, ça pose la question de comment mettre l'opérateur au centre du système et comment peut-il être accompagné par ces technologies dans les tâches qu'il a à faire au quotidien. Alors, première chose, on a focalisé ces nouvelles technologies, la majeure partie traite principalement de l'information. Et quand on regarde à quoi sert l'information, soit elle descend vers un actionneur, alors ça peut être une machine, un système, ça peut être aussi des opérateurs. Donc là, l'idée, c'est d'aller vers l'action, mais c'est aussi une information qui peut être utilisée pour la prise de décision. Et ça présente une très forte valeur ajoutée au niveau du processus décisionnel. Donc le focus pour nous est vraiment là-dessus. Les gens qui ont travaillé sur l'utilisation de ces nouvelles technologies pour aller vers un modèle d'opérateur 4.0 ont travaillé dans un premier temps sur le renforcement des compétences de l'opérateur autour de 3 axes. Un premier, c'est un axe physique. Donc vous voyez en haut à droite de l'écran cette idée de renforcer soit sur un aspect santé, soit sur un aspect, on va dire vraiment force physique, l'opérateur au travail. Un deuxième axe, c'était un axe sensoriel. Donc ici, on retrouve toutes les technologies liées à la réalité augmentée, réalité virtuelle. Et un troisième axe, où là, en fait, l'idée, c'est de renforcer les capacités cognitives. Entre autres, le Smart Operator, qui est un des modèles les plus étudiés à ce niveau-là. Et alors, ça, c'est le modèle d'opérateur 4.0. Qu'est-ce qui est nouveau avec l'opérateur 5.0 ? C'est que pendant une décennie, le déploiement de ces technologies a été principalement technocentré. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une faible adhésion des équipes à l'utilisation souvent de ces solutions qui sont pourtant très intéressantes. Et de là, de nombreux travaux et la Commission européenne qui formule ici un nouveau modèle ou un modèle complémentaire d'industrie 5.0 avec 3 axes majeurs. Le fait que ces technologies doivent être d'abord déployées autour de l'homme, donc c'est centré sur l'homme. Le deuxième point, c'est que ça doit être au service des enjeux de durabilité. Bien sûr, se cachent ici tous les problèmes environnementaux et le respect des limites planétaires. Et un troisième axe qui est le modèle des enjeux de résilience, qui ont été mis en avant bien sûr par la crise Covid, mais aussi par tous les problèmes géopolitiques. Quand on greffe un écran dans un véhicule automobile, tout de suite la chaîne logistique se complexifie puisque on peut faire appel ou mobiliser jusqu'à 50 ou 70 éléments du tableau de Mendeleïev et donc bien sûr tous ces éléments derrière font appel à une chaîne logistique extrêmement complexe qui font que si on a le moindre blocage sur la chaîne logistique, on peut avoir de vrais soucis. C'est aussi un problème de résilience des opérateurs et des hommes au travail. Et donc le focus ici de l'industrie 4.0 mise vraiment sur l'intégration de ces 3 enjeux. Alors par contre, ce que vous avez pu voir sur la diapo précédente, c'est qu'il y a pratiquement, voire aucun travaux qui s'intéressent en fait sur l'impact sur l'homme au travail du déploiement de ces nouvelles technologies. Alors du coup, je vais vous présenter ici un peu le cadre qu'on a adopté pour aborder ces sujets. Alors là ici, sous forme un peu humoristique, se pose bien sûr la place de l'homme au travail lorsqu'on voit le déploiement et puis les capacités hyper intéressantes qu'offrent aujourd'hui ces intelligences artificielles. Et bien sûr, nous, on a fait un focus, comme je vous le disais précédemment, sur l'idée de renforcer le processus de décision.
Alors là-dessus, il y a énormément de travaux de recherche qui ont été menés. L'homme est profondément irrationnel dans sa manière de prendre les décisions. Les décisions se prennent d'abord sur une base affective et émotionnelle avant de se prendre sur une base rationnelle. Et même quand on essaye de faire fi des aspects émotionnels, l'aspect rationnel est très 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 discutable. Alors bien sûr, l'IA ici, elle, agit de manière totalement rationnelle. Elle va aller chercher un grand volume de données, elle va les traiter et elle peut proposer une réponse à une décision à prendre. Mais sur des décisions complexes, qui sont souvent le cas quand on a à piloter un système industriel, ce qui intéresse l'expert qui va utiliser ou qui veut s'appuyer sur ce système de décision, c'est d'être capable de comprendre comment la décision a été prise, l'argumentation qui est derrière. Et le problème, c'est que ces modèles fournissent des réponses, mais personne n'est vraiment capable d'expliquer pourquoi, en fait, il est allé tendre vers cette réponse-là plutôt qu'une autre. Donc ici, bien sûr, on peut s'appuyer sur ces IA pour essayer qu'elles-mêmes nous aident à argumenter, à comprendre les décisions qu'elles préconisent. Mais aussi, on peut échanger avec elles sur l'argumentation à mettre en place. Donc ici, on est vraiment sur un tandem entre l'homme et l'intelligence artificielle pour arriver à prendre des décisions qui soient argumentées et structurées. Alors maintenant, le cadre, pour regarder l'impact de l'IA sur les travailleurs, ici on s'est appuyé sur de nombreux travaux qui existent, notamment sur l'engagement au travail. Et au niveau de l'engagement, il y a 3 grandes dimensions qu'il faut avoir en tête. Bien sûr, quand on parle d'IA, je pense que tout le monde pense aux aspects cognitifs, mais il y a aussi des aspects psychosociaux et émotionnels, et aussi des aspects comportementaux. Alors la différence, tout ce qui est émotionnel, je pense qu'on le voit assez facilement. C'est un rapport au sens et à l'affect qu'on va ressentir. Donc les émotions sont assez bien étudiées aujourd'hui. Par contre, il y a peu de travaux qui sont menés pour étudier en fait l'impact émotionnel de ces technologies dans des situations de travail, notamment dans un cadre industriel, voire il n'y en a pas. Il y en a par contre sur un aspect comportemental, c'est-à-dire on s'intéresse à la conséquence, comment la personne se comporte au travail, sans regarder vraiment ce qui se passe dans la tête des personnes ou au niveau de leurs émotions. Là, en ce moment, vous êtes en train de m'écouter, mais peut-être êtes-vous en train d'acquiescer quand je suis en train de dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr que vous m'écoutez vraiment. Vous pouvez très bien avoir un comportement qui laisse à penser que vous êtes connecté avec ce qui est dit, mais ça peut être complètement feint ou une situation qui l'impose. Voilà, alors bien sûr, pour être un petit peu plus complet, l'idée c'est de regarder quand on déploie ces technologies, l'impact que ça va avoir sur la motivation au travail et sur l'engagement. Donc jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que d'engagement, mais il faut dissocier tout ce qui est motivation de l'engagement. La motivation, là je vais faire un parallèle par exemple à ce qui se passe quand on se lève le matin ou que nos étudiants viennent en cours. Ils peuvent venir travailler parce qu'il y a une note. On peut aller au travail parce qu'on a soit quelque chose qui nous incite à y aller, soit parce qu'on a peur du bâton. Donc c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Donc c'est vraiment la carotte et le bâton. Mais sur des tâches de haut niveau cognitif, notamment ce qui touche à la créativité, à la prise de décision plus complexe, on doit aller vers des motivations plus intrinsèques. Prenez par exemple des modèles d'école où les gens viennent se former en autonomie, il n'y a pas de prof, etc. C'est simplement des passionnés. Et ça marche très bien. Mais parce qu'ils ont pris la décision et ils trouvent un sens à venir travailler sur les projets qu'on leur confie, qu'ils peuvent eux-mêmes proposer. Alors là-dessus, bien sûr, c'est tout un continuum. C'est pas blanc ou noir, c'est pas extrinsèque ou intrinsèque. Et il y a des outils pour mesurer en fait le positionnement sur ce continuum. Alors par contre, la motivation au travail, le fait qu'on soit plutôt positionné sur une motivation extrinsèque ou intrinsèque, crée les conditions de l'engagement qui vient derrière. Donc il faut voir que ça vient en deuxième temps. Et dans un troisième temps, forcément, ça a des conséquences sur la performance au travail, sur le fait que les gens restent plus ou moins longtemps dans l'entreprise ou dans l'équipe dans laquelle ils se trouvent. Ça va avoir bien sûr des conséquences sur le ressenti du bien-être au travail ou sur l'acceptation des technologies quand on est en train de déployer justement l'industrie du futur au sein de son entreprise. Alors derrière, on va vous présenter ici une étude
qui a été menée au sein de notre Learning Lab autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, alors l'idée ici, c'est de regarder quand on utilise ou pas une intelligence artificielle pour prendre une décision, quel est l'impact que ça va avoir sur les 3 dimensions de l'engagement au travail, que ce soit cognitif, psychosocial, émotionnel ou comportemental. Voilà, alors ici, vous avez sur l'image qui est animée ici, l'usine TSL, qui est à côté d'Annecy, qui est une usine qui fabrique des raquettes à neige. Et donc ici, vous voyez le process tel qu'il est déroulé chez eux. Donc on a reproduit dans notre usine-école qui est voilà, juste à côté, un process exactement similaire, mais ici avec la possibilité d'interagir avec une IA qui va aider l'opérateur à détecter ou pas la présence d'une erreur sur la raquette, sur les opérations de montage qu'il est en train d'effectuer, avec une IA qui est, entre guillemets, parfaite ou pas. C'est-à-dire que dans certains cas, l'IA ne se trompe jamais, elle détecte toujours les défauts de la bonne manière et correctement, et dans certains cas, elle est imparfaite. Alors, pour étudier ce qui se passe au niveau de l'opérateur, comme vous le devinez ici, l'opérateur est bardé de capteurs. Il a notamment un exoskin qui va permettre de mesurer un certain nombre de données physiologiques. Il est aussi, on va filmer aussi son visage pour acquérir des données sur les émotions à chaque étape et stade du travail. Et de là, couplé avec des mesures qui sont des mesures liées à des questionnaires qu'on va lui proposer, on va être capable d'évaluer en fait l'état d'engagement et sa motivation au travail. Alors, pour expliquer un peu le cadre qu'on a mené ici, on a pris un peu plus d'une centaine de personnes pour évacuer un maximum de biais psychologiques ou de situations de vie. On a pris nos étudiants qui sont passés ici sur 3 groupes distincts. Donc un premier groupe qui vont monter une trentaine de raquettes sans support d'aucune intelligence artificielle que ce soit. Un deuxième groupe qui va monter les raquettes avec l'assistance d'une intelligence artificielle qui est partiellement parfaite. Sous-entendu partiellement parfaite, on a déjà des travaux qui montrent qu'une intelligence artificielle qui est fiable à moins de 70% crée du désengagement. Donc on se posait la question de savoir ce qui se passait entre 70 et 100%. Donc ici, on est sur une intelligence artificielle qui est fiable à peu près à 75-80%. Ouais. Et dernier groupe, un groupe qui va monter une trentaine de raquettes, mais cette fois-ci avec l'assistance d'une intelligence artificielle qui ne se trompe pas. Et puis, donc, une fois qu'ils ont monté ces 30 raquettes, eh bien, on coupe, quel que soit le groupe. Ils se retrouvent à devoir monter à nouveau 30 raquettes, mais sans ce dispositif. Et on mesure à chaque fois ce qui s'est passé. Une précision malgré tout, ils ne sont pas jetés dans l'expérience sans s'être formés au montage. Donc, avant de mener l'expérimentation, tout le monde a été formé et tout le monde a validé qu'il était capable à la fois de monter la raquette et de reconnaître chacun des défauts qu'il avait à reconnaître. Et bien sûr, en parallèle, on va faire un certain nombre de mesures. Alors, des mesures qui sont des mesures purement physiologiques, d'autres qui sont des mesures auto-rapportées, c'est-à-dire c'est déclaratif. C'est des questionnaires qu'on leur pose en début ou en fin d'expérimentation. Et puis d'autres qui correspondent à des mesures observationnelles, notamment pour mesurer la performance des opérateurs au travail. Alors notamment le temps qu'ils vont mettre pour assembler les raquettes et le nombre d'erreurs qu'ils vont commettre. Alors, on va appeler tâche 1, vous vous rappelez, les 30 premières raquettes qu'ils vont assembler, et tâche 2, le deuxième lot de 30 raquettes qu'ils vont ensuite être amenés à assembler, quel que soit le groupe, sans assistance de quelque intelligence artificielle que ce soit. Alors sur la tâche 1, ce qu'on mesure dès le départ, vous voyez sur les barres les plus foncées, la part, dans un premier temps, de l'impact sur l'engagement comportemental de l'intelligence artificielle qui est partielle. Et donc on voit qu'il y a clairement un décalage entre le fait que cette intelligence est partielle ou pas. Et dès le départ, on voit qu'il y a un désengagement qui est plus prononcé quand on est sur quelque chose qui est trop parfait. La motivation au travail aussi, dans le cas d'une automatisation alors de l'IA partielle, est meilleure que lorsque l'IA ne commet aucune erreur.
Et dernière chose, quand on interroge les gens, en fait, ils nous disent avoir le sentiment d'une perte d'autonomie. Là, on est uniquement sur la première partie de l'expérimentation. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif. On s'attendrait à ce que justement le fait que l'intelligence artificielle puisse commettre des erreurs crée un certain désintérêt, et ce n'est pas le cas. C'est lorsqu'elle est trop parfaite et qu'elle ne se trompe pas que ça va créer plus de désintérêt et de désengagement. Maintenant, quand on est sur une deuxième tâche, donc le deuxième lot de 30 raquettes que vont monter chacun des groupes, là cette fois-ci sans aucune assistance, là c'est encore plus marqué, et notamment au niveau de la performance. C'est-à-dire que les gens qui ont monté les raquettes avec une assistance d'une intelligence artificielle qui ne commettait pas d'erreur sur les 30 premières raquettes, eh ben, se retrouvent beaucoup moins autonomes et se mettent à être beaucoup moins performants pour détecter les erreurs que les autres. Par contre, ceux qui s'appuyaient sur une intelligence artificielle partiellement fiable, eux restent avec un très bon niveau de performance. Alors, bien sûr, on peut interpréter ça, on peut se poser la question de savoir ce qui se passe, mais quand on questionne ensuite les gens, là aussi je vous le fais très très vite, ce qui se passe c'est que si l'intelligence artificielle est trop imparfaite, pourquoi l'utiliser? Ça ne fait pas sens, je ne peux pas lui faire confiance. Si elle est trop parfaite, elle ne se trompe pas, cette fois-ci, c'est une partie de ma tâche ou des décisions que j'ai à prendre qu'on me retire. Donc mon travail doit reposer sur quelque chose d'autre. Et si ce n'est pas remplacé par quelque chose d'autre, ben je m'ennuie en fait. En tout cas, je perds le sens au travail. Et si par contre, elle peut encore commettre des erreurs, ils se mettent finalement dans la posture du chef d'équipe qui est en train d'encadrer un certain nombre d'opérateurs. Sauf que là, c'est un système du type d'une intelligence artificielle, où là, le but, c'est de vérifier que l'intelligence fait bien son boulot. Et donc, il doit avoir un niveau d'expertise, et il a un sentiment de devoir avoir maîtrisé ou maintenir un niveau d'expertise qui est supérieur même, parfois, à ce qu'il fait communément. Alors, derrière, on a essayé de trouver des couplages avec d'autres technologies pour essayer de pallier à ce perte d'engagement quand l'intelligence artificielle ne commet pas d'erreur. Et donc ici, on a testé le couplage avec un dispositif de réalité projetée au poste qui a l'avantage de ne pas solliciter l'opérateur en termes de report de sa vigilance sur un écran qui est déporté par rapport à sa zone de travail. Et un deuxième système qui est un système de biofeedback qui lui renvoie en permanence l'information sur son état de vigilance. Alors, ce dispositif, vous voyez, cette expérience a été menée sur le campus de Cluny, dans les mêmes conditions que celle d'Aix-en-Provence. Mais avec ici, on peut lancer cette vidéo. Vous voyez ici que le poste de travail a quelque peu évolué. L'opérateur ici va récupérer une raquette et le système lui indique en fait potentiellement les erreurs qui ont été commises. L'intelligence artificielle, cette fois-ci, est systématiquement parfaite. Et vous avez la barre en vert qui est sur la droite qui lui indique son état de vigilance ou d'engagement. Donc a priori, là, l'opérateur est engagé et s'il y a une perte d'engagement, cette barre va tendre vers le rouge. Voilà. Alors, pour passer à la suite, on a ici 4 groupes qui vont monter dans un premier temps, pareil, une trentaine de raquettes. Un groupe contrôle qui travaille sans aucune assistance d'aucune technologie que ce soit. Un autre qui va travailler avec l'assistance d'une intelligence... pardon, excusez-moi. Le premier groupe qui travaille avec l'assistance d'une intelligence artificielle, mais couplée à aucune autre technologie. Un autre groupe qui va travailler avec l'intelligence artificielle couplée à la réalité projetée. Un troisième groupe où on couple IA avec le biofeedback. Et un dernier groupe où il a toutes les technologies, c'est-à-dire l'IA, la réalité projetée et le biofeedback. Et puis, comme sur les premières expériences, au bout de 30 raquettes, on coupe l'assistance et ils se mettent à monter les 30 autres raquettes en ayant à faire le contrôle par eux-mêmes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir reporter ici sur l'engagement physiologique? On a une chute. Alors, ici, c'est l'inverse des autres barres, puisque là, vous avez les mesures physiologiques. Donc, c'est plus la barre est basse, plus il y a un désengagement.
Et ici, c'est ce qu'on repère, c'est qu'on va avoir ici, par rapport au groupe contrôle, qui a donc un désengagement plus prononcé, puisqu'il s'appuie sur l'intelligence artificielle qui ne commet pas d'erreur, on voit qu'il y a un gros décalage avec les systèmes adaptatifs, notamment avec le système de biofeedback. Donc en fait, on peut contrecarrer cette perte d'engagement avec ce système de biofeedback. Voilà, sur la performance au travail et sur la tâche 2, c'est la même chose. On voit que aussi bien en termes de temps qu'en termes de détection des erreurs, en fait, ce système de retour sur l'engagement permet de limiter en fait, l'effet qu'on avait constaté sur la première expérimentation menée à Aix-en-Provence. Alors, je vais assez vite sur les résultats, parce que derrière ça appelle à tout un tas de commentaires, mais on voit qu'ici, l'idée que le fait d'enlever des tâches qui peuvent être des tâches ingrates et pénibles par l'utilisation d'une intelligence artificielle, communément on a le sentiment que c'est perçu comme une valeur ajoutée positive par les opérateurs. Et en fait, quand on mesure ce qui se passe, factuellement, ça n'est pas le cas. Par contre, derrière, il faut, c'est pas blanc ou noir, il y a la possibilité d'arriver à contrecarrer ça ou à les minimiser en couplant avec d'autres technologies. L'idée aussi qu'il faut aussi bien s'intéresser aux tâches qu'on confie à un opérateur qu'à celles qu'on lui retire. Tout ça est porteur de sens. Tout ça est porteur, bien sûr, à un impact sur la motivation ou l'engagement au travail. Alors sur les perspectives, du coup, elles sont nombreuses. Déjà, ce type d'expérimentation nécessite de travailler en équipe éminemment pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues qui travaillent sur ce travail, mais qui doivent s'intéresser à l'organisation du travail. Donc nous, on est plutôt centré sur le lean au départ. Mais nous, on doit aussi s'intéresser à comment mesurer la motivation et l'engagement au travail. Il faut aussi avoir tout le traitement des données qu'il y a derrière. C'est-à-dire on se retrouve avec des volumes de données qui sont absolument monstrueux à traiter pour arriver à avoir ces résultats. Donc derrière, ici, se pose aussi la question de tout le champ que ça ouvre sur les différentes situations de travail et les différentes étapes du processus de décision sur lequel on peut mobiliser ou pas ces technologies. Alors je n'ai pas le temps de le présenter ici, mais ici on est uniquement sur l'idée de détecter ou pas qu'il y a un problème, qualité. Mais derrière, l'opérateur n'avait pas à le traiter, il n'avait pas à trouver une solution, il n'avait pas à la mettre en œuvre ou à comparer différentes solutions possibles et à choisir la meilleure. Un processus de décision est complété par d'autres étapes derrière sur lesquelles ça fait totalement sens de compléter ces travaux par des études complémentaires. Voilà. Et puis, si vous regardez tous les travaux, mais même les déploiements qui sont faits, souvent on est centré sur l'action et pas sur la prise de décision. Or, ce qui est central dans le Lean, c'est qu'on s'intéresse plus au cerveau de la personne. Chaque homme est un super système cyberphysique qui est à la fois un actionneur, mais qui a une intelligence décentralisée, son cerveau, qui lui permet d'analyser les situations de travail et de trouver des réponses très rapides de manière extrêmement agile. Tout ça, on ne le mesure pas. Jusqu'à présent, dans les situations de travail industrielles, il n'y a pas d'études, pour proprement parler, qui s'intéressent à ce type de situation. On trouve ça sur des pilotes d'avions de chasse, on s'intéresse à ça sur des situations dans l'armement, la défense, les situations à risque, mais ça n'a jamais été fait dans un cadre industriel. Voilà du coup pour cette présentation et pour un parcours rapide en fait, des premières expérimentations qui ont été menées dans ce sens-là. Et donc on a tout un champ qui est aujourd'hui en train d'être développé selon le même contexte avec un protocole aussi qui permet en fait de lier entre elles tous les cas, toutes les études qu'on est en train de mener pour à terme avoir une réponse globale. Merci pour votre attention et à votre disposition pour des questions éventuelles.